tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'une mini-série, d'un film et de 3 bouquins. Donc pour commencer, j'ai regardé Self-Made, qui est un drame biographique et qui est sorti en 2020. C'est une mini-série qu'on peut trouver sur Netflix, d'après la vie de Madame C.J. Walker. Donc on a 4 épisodes de 40 à 50 minutes environ. C'est une adaptation de la biographie On a Own Ground d'Alelia Bundles, qui date de 2001, qui relate du coup de la carrière de sa grand-mère, Madame C.J. Walker. C'est la première femme d'affaires afro-américaine à devenir millionnaire, donc ce qui est quand même énorme. Et j'ai adoré cette série. J'ai adoré cette série tout simplement parce qu'on parle d'une histoire vraie et également parce que je trouve que les acteurs jouent très bien. Alors dans les acteurs on a Octavia Spencer, Tiffany Haddish, Carmen Ejogo, Gareth Morris, Kevin Carroll, enfin voilà. Et j'ai vraiment apprécié cette série de par cette histoire sur cette femme afro-américaine, ce qu'elle traverse, les embûches qu'elle va avoir à surmonter. Et vraiment, j'ai trouvé ça très constructif, déjà de voir un peu cette réinsertion des Noirs dans la vie socialement active. Alors Madame C.J. Walker se battait pour l'égalité entre les blancs et les noirs, et ce même dans les affaires du coup, étant donné qu'elle en faisait partie. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça a évolué, comment elle a pris part à cette évolution, et je vous conseille vivement d'aller regarder cette mini-série de 4 épisodes, je le rappelle, donc c'est très court. Ensuite, je voulais vous parler de L'exorcisme d'Emily Rose, qui est un film que j'ai vu récemment, un film d'horreur, qui date maintenant. Alors, je ne sais pas si vous vous intéressez au paranormal, etc., mais moi j'adore. Je trouve ça vraiment cool, vraiment intéressant, surtout que j'y crois un petit peu, donc forcément ça aide à aimer ce genre de film. Et pour ainsi dire, du coup, ce film-là m'a beaucoup plu également, mais pas au point de la série Self-Made, tout simplement parce que c'est vu et revu, ces histoires d'exorcisme qui tournent mal, de trucs pas très cool. Ceci dit, j'ai beaucoup aimé parce que c'était tourné du côté de l'après l'exorcisme et pas du pendant. Donc de ce qui s'est passé, on a ce petit mélange avec des éclipses, etc. Et on en vient sur le point juridique. Comment faire entendre que l'exorcisme a vraiment eu lieu et que c'était vraiment un exorcisme et qu'il y avait vraiment une possession chez cette personne. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir comment le prêtre se défend en fait, comment il veut vraiment parler de cette histoire. Et enfin voilà, je vous en dis pas plus. Donc j'ai bien aimé, après sans plus quoi, c'était pas non plus le film de l'année. Maintenant on en vient au bouquin. J'ai lu Les femmes artistes sont dangereuses de Laure Adler et Camille Viéville de 2018 chez Flammarion, qui fait 158 pages. Donc déjà il faut que vous sachiez que c'est à peu près comme un dictionnaire selon moi. On a des biographies de femmes donc qui s'étendent sur 2 pages, c'est des courtes biographies, voilà. C'est ça pour toutes, avec la petite illustration qui montre les œuvres. Enfin ouais, c'est assez répétitif quoi. Et j'ai pas aimé. Très clairement, j'ai pas aimé. Pourquoi ? Parce que dans la chronique que j'ai faite de ce livre, j'ai dit que j'avais bien aimé. Mais en fait, plus j'y réfléchis et plus je me dis que non, en fait, j'ai pas aimé du tout cette lecture. J'ai apprécié l'introduction et le reste, j'ai trouvé ça pourri. Pourquoi je me permets de dire que j'ai trouvé ça pourri ? Déjà parce que c'est un point de vue personnel. Et ensuite, parce que c'est comme un dictionnaire de femmes artistes, de la plus ancienne à la plus récente, avec des illustrations par-ci par-là, et on retient même pas en fait le nom des artistes quoi. Enfin, les seules que j'ai retenues, c'est celles que je connaissais déjà, comme Frida Kahlo, enfin, je veux dire, à un moment donné, bon, j'ai pris ce livre-là parce que, pas parce que je voulais avoir un dictionnaire, mais parce que je voulais avoir un petit peu plus de culture. Alors certes, j'en ai eu grâce à l'introduction, qui est constructive, je l'avoue, avec quelques exemples d'artistes et d'œuvres. Cette intro, je l'ai bien aimée, bien qu'elle me fût parue longue dans l'écriture. Je pense que c'est aussi l'écriture de l'autrice à laquelle je n'ai pas accroché en fait. Dans cette intro, on a la revendication du talent des femmes dans l'art, forcément.
Donc c'est un ouvrage qui est tendu vers le féminisme, comme celui qu'elles ont sorti avant sur les femmes qui lisent. Je pensais accrocher un petit peu plus parce que j'accroche à ces idées féministes. Mais alors malheureusement, c'est pas du tout l'effet que ça m'a fait, et je trouve ça dommage. Enfin bref, je suis déçue, quoi, tout simplement. Je suis déçue. Je pense que ça aurait été bien de mettre ça sous forme d'histoire, histoire qu'on mémorise un petit peu plus avec facilité le nom des artistes, et pas qu'on passe de biographie à biographie en se disant ah c'est cool, ouais c'est pas mal. Enfin en clair, les biographies en plus elles sont courtes, on n'a pas de détails sur leur vie, sur les trucs qui les ont traumatisés, enfin j'ai vu genre pour Frida Kahlo, je me suis dit mais waouh, les filles vous avez loupé quelques éléments quand même, enfin je veux dire ça aurait été intéressant de mettre tout ça, enfin je vous dis pas d'écrire un bouquin sur Frida Kahlo, un bouquin sur une autre artiste et ainsi de suite quoi, mais un petit peu plus de détails quand même, ça aurait été cool de savoir comment elles ont galéré pour arriver à ce rang d'artiste en fait. Ça aurait été vraiment intéressant. Mais bon, ce n'est pas grave. Je suis passée ensuite à Plongée de Christophe Onodibio, qui est sorti en 2013, qui est une fiction littéraire de chez Gallimard et qui fait 448 pages. Alors, je n'ai pas mis longtemps à le lire, ceci dit, non, c'est tout. Je n'ai pas mis longtemps à le lire. Voilà, il a remporté la même année le Grand Prix du roman de l'Académie française et le prix Renaudot des lycéens, ce qui est plutôt pas mal. On a le thème de la mort et de l'amour qui revient quand même assez fréquemment et qui est même très présent. Il faut savoir du coup que le personnage principal, c'est César, le mari et le père, qui a épousé Paz, une jeune femme très belle, très charmante, bronzée, tout ça, avec qui il a eu Hector, le fils à qui il raconte en fait cette histoire. Car nous apprenons dès le début que Paz est morte, et donc que César veut apporter des réponses aux questions de son fils, qu'il se posera probablement plus tard, étant donné que quand il écrit, ce n'est encore qu'un tout jeune homme, enfin qu'un tout jeune garçon. Alors il raconte ici l'histoire qu'il a vécue avec sa femme, donc César, hein, et la mort de celle-ci. On a d'ailleurs des passages en italique. Alors ça, j'ai beaucoup aimé l'idée, qui en fait s'adresse au lecteur et pas à son fils, parce que il va omettre certains détails, ou il va même mentir à son fils afin qu'il ne sache pas certaines choses et qu'il ne soit pas choqué, quoi. Donc, il nous le raconte à nous, lecteurs, afin qu'on sache la vérité et vraiment afin qu'on sache la vérité quoi. On a aussi, ce qui m'a beaucoup plu, ce qui m'a beaucoup intéressé du moins, c'est un amour extrême pour un animal en particulier. Vous verrez duquel je parle, hein, bien sûr, si vous le lisez. Et César, qui ne comprend absolument pas cet amour, enfin cet amour aussi extrême du moins, que sa femme entretient avec cet animal, va à la suite de sa mort se dire tiens, il faut que que je me mette à fond dans son truc là pour comprendre pourquoi. Et donc il part s'immerger dans ce monde animalier. Et j'ai trouvé ça très cool et ça m'a donné envie de le faire aussi. Voilà, c'est d'ailleurs un peu bizarre, un peu risqué aussi, hein. Mais ça m'a donné envie d'essayer. Ce qui est marrant, je trouve, c'est que César, en fait, nous explique qu'il veut apporter des réponses aux questions de son fils. Mais c'est surtout parce que lui, déjà, avant d'apporter des réponses à son fils, veut s'apporter lui-même ses réponses. Parce que lui-même n'est pas au courant de tout. Lui-même ne sait pas tout, et on le comprend bien. Il ne comprend pas grand-chose, en fait, hein, ce personnage. Alors j'ai trouvé le personnage un peu con quoi, un peu inintéressant, je suis ma femme, voilà, je fais ce qu'elle a envie et puis c'est tout. C'était un peu... Enfin pas ce qu'elle a envie parce que non, c'est pas ça. Mais ouais, il est à côté de sa femme, il l'aime, il est bien, voilà. Petite vie lambda. Moi je trouve ça inintéressant les gens comme ça, donc les personnages comme ça, ils me font rire en fait. Du coup j'ai trouvé de l'humour là où il n'y en a pas, hein, très clairement. Pour terminer, du coup, j'ai lu Les âmes fortes de Jean Giono, que j'ai adoré, vraiment. Déjà, j'adore l'écriture de Jean Giono, c'était le premier roman de lui que j'ai lu. Je ne connaissais que de nom avant, et pour le coup, je n'ai pas du tout été déçue. Donc il est sorti en 1950, c'est une fiction littéraire aux éditions Gallimard et il fait 339 pages. C'est un roman d'après-guerre, d'où le fait que la mort est présente dans ce roman et on le voit dès le début en fait. Parce que 3 femmes se réunissent autour du corps du mari d'une d'entre elles.
Donc on pose déjà un peu le décor, ça a pas l'air super gai, super... Wouh, c'est la fête. Euh, Mais moi j'adore, hein. J'aime bien tout ce qui est glauque et tout, donc je me suis dit ça a l'air pas mal. Comme Jean Giono le fait souvent dans ses autres œuvres apparemment, c'est une réflexion sur l'homme face à l'ennui, à la mort et au mal. Selon Giono, l'homme est comme un animal avec une capacité d'ennui. Et il est vrai que dans cette œuvre, on retrouve un peu ce thème de l'ennui par les trois femmes en fait qui ne savent pas forcément quoi faire lors de cette veillée funèbre. Donc elles se mettent à parler de la vie tout simplement, de la vie d'une d'entre elles qui se nomme Thérèse et qui sera le personnage principal de cette œuvre. Alors au tout début du coup je me suis dit waouh trop bien parce que on parle de la mort. Ensuite après quelques pages je me suis rendu compte que c'était un dialogue qui allait durer tout le long en fait et je me suis dit merde bah en fait je vais m'emmerder quoi pendant cette lecture parce que si ce n'est qu'un dialogue tout le long, bon sang, quel ennui. Donc ouais, on a bien l'ennui hein, présent ici. Et au final, je me suis rendu compte que petit à petit, la parole chez Thérèse va se délier et celle des deux autres femmes également. Alors Thérèse vient raconter sa vie, ce qu'elle a vécu, et une autre va contrer en lui disant non mais rappelle-toi ce jour-là et puis quand tu vivais là-bas et avec machin, enfin et tutti quanti quoi. Aussi on a une adaptation, oui, une adaptation tout simplement au cinéma de cette œuvre qui est sortie en 2001 par Raoul Ruiz. Donc je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que je vais m'y pencher dans les prochains jours. Et je vous en ferai probablement un retour. Également, on a une bonne intrigue tout le long du roman, avec des rebondissements qui sont cohérents. Ce que j'apprécie, parce que dans Plongée, je reviens sur celui dont je vous parlais précédemment, dans Plongée, j'ai trouvé qu'il y avait certains rebondissements pas forcément cohérents. Je pense que c'est simplement maladroit dans l'écriture. Mais chez Jean Giono, on n'a pas cette maladresse justement. C'est très clair et j'ai beaucoup apprécié cette netteté dans ses propos, dans ce qu'il veut dire, dans ce qu'il fait dire à Thérèse et par les autres femmes. Donc comme je vous l'ai dit au début, l'écriture de Giono est pour moi une superbe écriture parce que généralement j'ai plutôt du mal à lire ce genre d'œuvres qui sont sorties dans le 20e en fait, tout simplement parce que le courant n'est pas forcément à mon goût, mais ici vraiment j'ai adoré et j'ai adoré vraiment du début à la fin. Seulement les quelques pages où je me suis dit oulala qui étaient plus de l'appréhension hein, finalement que de l'ennui et par conséquent je vous conseille vivement cette lecture parce qu'elle est vraiment formidable. Elle était à ce moment-là, de beaucoup et de loin, la plus belle femme de Châtillon, et même d'ailleurs certainement. Quelqu'un qui l'a bien connue à ce moment-là me disait « Elle était belle comme ce marteau, vois-tu » et il me montrait le marteau dont il faisait usage depuis 20 ans. C'était un cordonnier. Un marteau dont le manche était d'un bois doux comme du satin depuis le temps qu'il le maniait, dont le fer si souvent frappé étincelait comme de l'or blanc. Et avec ça, elle était tout le temps affable et gentille.